Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kion. Comment vous allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du syndicalisme révolutionnaire italien. Oui, j'allais presque oublier mon texte qui est juste en face de moi, oui. Bref, j'espère que vous profitez bien de votre Noël parce qu'après vous allez devoir retourner bosser. Bonjour l'enculé. Bon, j'en étais où? 20 années que je travaille comme un chien dans cette société. Tout ça pour une bouchée de pain. Attends, deux problèmes dans ta phrase. Premièrement, on avait dit que tu devais arrêter les accents italiens claqués. Et deuxièmement, t'as même pas 20 piges. Oh, calmos, c'était juste une parodie du clip de Norman pour introduire le sujet. Norman, c'est pas celui accusé d'être un gros pointeur depuis Balance ton youtubeur et qui récemment a été l'objet d'un article où l'une des accusatrices raconte son témoignage? Si, mais tu ferais mieux de te taire, j'ai pas trop envie de me choper un procès en diffamation. Et c'est pas non plus celui qui avait fait une blague nulle jugée raciste? Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme Renoir. My name is Bond, Fatoumata Bond. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bref, oui, le travail, je disais, cette chose formidable qu'on adore tous, bien évidemment. Évidemment que c'est formidable. Enfin, tant que c'est pas moi qui bosse. Oui. Cependant, revenons à nos moutons. Tout à l'heure, quand j'ai pris l'accent italien, ce n'était pas pour rien car je vais vous conter la naissance du syndicalisme révolutionnaire italien. Ah d'ailleurs, juste comme ça, ma source principale, c'est sur le site du Cairn, à pas confondre avec le CERN, le bâtiment qui abrite un putain d'accélérateur de particules. Autre anecdote, cet épisode a été un poil plus difficile à écrire que les précédents, car contrairement à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire aller sur Wikipédia, toi-même tu sais, t'as vu l'épisode, c'est en fiche là ou là, cette fois-ci je devais aller consulter d'autres sources, et des sources que je considère comme brutes, c'est-à-dire non vulgarisées, et si jamais vous allez consulter le site du Cairn en description, vous serez un peu comme ça. Vous essayez de me dire quelque chose, non? J'ai pas compris. Y'a pas de panneau. Donc j'ai essayé de le vulgariser et voici ce que ça donne. Le syndicalisme révolutionnaire italien de 1901 à 1907. Maintenant procédons à une petite mise en contexte. Avant de parler d'Italie, nous parlerons du cas de la France. En effet, vers la fin du 19e siècle, il y avait dans notre cher hexagone un certain nombre de mouvements sociaux de grande envergure qui forma ce que l'on appellera le syndicalisme révolutionnaire. Il se trouve qu'un processus parallèle aura eu lieu en Italie au début du XXe siècle. Bien que le développement économique et la structure sociale étaient différentes, il y avait tout de même des similarités politiques entre la France et l'Italie, ce qui mena les deux pays à une montée du syndicalisme révolutionnaire. Ce type de syndicalisme voulait se préserver des stratégies purement électoralistes qui leur paraissaient comme une dépossession de l'action concrète menée à la base. Et ils avaient un peu raison. En effet, la politique libérale que Giovanni imprima au gouvernement qui se succédèrent à partir du printemps 1901, le début de notre histoire, bénéficiait de la bienveillance, comprenez par là le laisser-faire, des parlementaires socialistes en échange de la neutralité de l'État dans les conflits sociaux. Nous, le Parti Socialiste Italien, nous sommes là pour lutter contre les grands patrons qui vous exploitent. Nous, le Parti Socialiste Italien, nous sommes là pour défendre vos intérêts. Nous, le Parti Socialiste Italien, avec nous, vous aurez de nouveaux droits et bien plus encore. Votez Parti Socialiste Italien. En fait, ils servaient un peu à rien, les socialistes. Ouais, comme aujourd'hui. Bref, reprenons. Suite à ce laisser-faire, de nombreuses grèves spontanées se déroulèrent avec succès en 1901 et 1902. Quelques temps plus tard, en 1903, suite à des renversements de conjoncture, comprenez par là des changements politiques majeurs, les conflits sociaux deviennent de plus en plus durs. Mais dans le même temps, la répression devenait plus forte. Dans les mouvements sociaux, les ouvriers se faisaient littéralement fusiller. Bah dis donc, c'est pas joyeux ton histoire. Effectivement, mais c'est malheureusement que le début. Bah ils avaient qu'à bosser et fermer leur gueule en même temps. Ah c'est feignant, toujours à se plaindre. Et vous patron, vous faites quoi à part nous fliquer et vous payer de bonnes vacances? Vous savez, gérer une entreprise, c'est pas facile, hein. Faut s'occuper de la paperasse. Vous déléguez tout l'administratif, je vous rappelle. Oui, bon, vous savez, on prend des risques. Nous, vous êtes assuré d'avoir une paye, hein.
Vous avez le monopole sur le marché et on n'est même pas payé. Oh, regardez, on va nous donner 10 € sur le titre. Merci Linkwiz. Tu refiles 10 centimes, ça te va? Ouais. Bref, suite à ces répressions sanglantes, il en résulta parmi les ouvriers conscients une indignation de plus en plus grande et difficile à contenir. C'est honteux. L'illusion libérale s'épuisait et le leader réformiste Filippo Turati n'avait plus trop la cote au sein de son parti. Dès 1901, Attends, et qui on va pas trop vite. C'est qui Turati truc? Filippo Turati, né le 26 novembre 1957, était un avocat, homme politique et journaliste socialiste italien. Il obtenu son premier poste à responsabilité politique en tant que député à l'âge de 37 ans et il en effectuera des mandats le bougre. Il fut élu plus de 9 fois député et le tout sans jamais aucune scission dans son parcours. Dès l'instant qu'il brigua son premier mandat, en juin 1895, il ne quitta jamais la fonction de député. Il n'arrêtera la politique qu'en janvier 1929, 3 ans avant sa mort. Sa philosophie politique était déterminée en grande partie par des idées marxistes. En 1886, il soutient ouvertement le Parti ouvrier italien, créé 4 ans avant par 2 artisans, pour après, en 1889, créer la Ligue socialiste milanaise. Turati pensait à un organe où se rejoindraient toutes les organisations populaires, ouvrières et paysannes. Ces idées seront ensuite recueillies au congrès de Gênes en 1892 où naît le Parti des travailleurs italiens transformé en Parti socialiste italien en 1895. Alors que Francesco Crispi tente de bannir toutes les organisations de gauche, alors qu'il était historiquement toujours à gauche, mais ça on en parlera dans une future vidéo, Turati est élu député en 1895. En 1898, il est arrêté car accusé d'avoir mené la protestation de l'Estomac, également appelée Massacre de Milan. Un soulèvement populaire datant de mai 1898 où le général Fiorenzo Beccaris n'hésite pas à tirer au canon sur la foule, alors que les manifestants demandaient juste du pain et du travail. Mais c'est horrible! Oh, ces gauchistes toujours à se plaindre. Ils avaient qu'à faire pousser leur propre blé si vous voulez du pain. Bref, Turati se fera libérer 1 an plus tard grâce à une remise de peine et il en profitera pour faire obstruction au gouvernement réactionnaire de Luigi Pelù. En 1901, en accord avec les options minimalistes du Parti socialiste italien, ouais car de toute façon avec le PS, que ce soit ici ou en Italie, c'est toujours au rabais, Turati appuie le gouvernement libéral modéré. Et gouvernement libéral modéré. Oui, bref, Turati appuie les libéraux présidés par Giuseppe Zanardelli, puis en 1903 celui de Giovanni Giolitti qui en 1904 approuve d'importantes mesures sociales, loi sur le travail des femmes et des enfants, accidents, invalidité, vieillesse, comité consultatif pour le travail et ouverture vers les coopératives. Ouais, ça c'est bien. Moi je suis pas d'accord, hein. Faire travailler les vieux les gosses, moi je dis. Et puis, s'ils ont des accidents sur le travail, c'est de leur faute. Ils n'avaient qu'à faire attention. Alors certes, de bien jolies mesures, mais la politique libérale sélective mise en œuvre par Giolitti, qui exclut des réformes les paysans et les travailleurs miséreux du Midi, renforce la gauche du parti représentée par les intransigeants d'Enrico Ferri et les révolutionnaires d'Arturo Labriola. Au congrès de Bologne de 1904, le courant réformiste de Turati est mis en minorité. Un peu comme notre PS à nous, quoi. Tout à fait. Bref, revenons maintenant un peu en arrière. Dès 1901, le socialisme mou de Turati ne plaisait guère à grand monde. À cette époque, l'opposition s'était cristallisée à Naples autour des socialistes locaux Enrico Leone, le centre-gauche radical, et Arturo Labriola, la gauche révolutionnaire, qui menait la guerre à la Camorra, une sorte de mafia liée au pouvoir. Cette opposition de la part des opposants, notez le pléonasme, était due au fait qu'ils n'avaient que faire de la modération réformiste de Turati. En fait, avec ce que tu nous racontes, on pouvait déjà savoir ce qu'allait arriver à notre PS à nous, en fait. En effet, bon, je reprends. En 1902, les radicaux avaient décidé de transférer Labriola, le révolutionnaire gaucho, de Naples à Milan dans le but de rallier le Nord à la cause des socialistes révolutionnaires. Objectif qui a été une tentative réussie. Ceux-ci obtinrent une majorité, certes de peu, mais très efficace lors du congrès régional de Lombardie en février 1904. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, c'est à peu près à la même époque que le PS de Turati a été mis en infériorité. En septembre, le déclenchement d'une impressionnante grève spontanée à la suite de 2 nouveaux massacres, en Sardaigne et en Sicile, donna littéralement des ailes aux partisans de Labriola qui, en prenant la tête de la protestation, espérèrent faire chuter le gouvernement. Cependant, en tirant le bilan, Labriola constata que le parti avait été à la traite du mouvement ouvrier qui commençait à avoir une conscience très claire de sa position sociale. Les partisans de Labriola conjuguèrent alors les thèmes de la violence et de la grève générale, issus de l'action directe, que confortait la reprise des luttes ouvrières au cours de 1904. Le syndicalisme révolutionnaire italien venait de naître. Ce syndicalisme, comme dit en introduction, voulait se préserver des appareils politiques.
Mais le choix de l'action directe, en majorité des grèves, ne signifiait pour autant pas un refus pur et dur de l'institution parti. Cependant, même avec toute cette opposition, le Parti socialiste italien exerçait encore une emprise sur le mouvement ouvrier. En effet, dans un pays où la structure de la classe ouvrière reflétait le caractère segmenté et inégal du développement capitaliste, le socialisme était une référence nationale incontournable pour unifier politiquement ou au moins sentimentalement l'ensemble des opprimés. Les conjonctures politiques poussaient donc les dissidents à ne pas rompre brutalement avec le Parti socialiste italien. Le gauchisme me fait vomir. Eh bien tu devrais être content, hein, parce qu'en 1905, la contre-offensive patronale fit chuter le taux de grève globalement victorieuse. Bah c'est bien, continuez comme ça mes chers confrères. De plus, l'échec de la lutte des cheminots et la faillite d'une nouvelle grève générale contre les fusillades meurtrières des forces de l'ordre en 1906 incitaient plutôt les ouvriers à être prudents. Selon Labriola et Enrico Leone, le Parti socialiste italien ne pouvait plus prétendre incarner la défense du prolétariat, mais il fallait tout de même lui reconnaître une certaine qualité pédagogique. Alors, en prenant en compte ça, le syndicalisme révolutionnaire se donnait pour ambition de remplacer les partis dans la fonction d'éducation politique, de sorte à ce que la classe ouvrière, le prolétariat, atteigne par sa pratique une conscience socialiste complète. Ils veulent dire quoi par conscience socialiste complète? Je sais pas, peut-être le fait que leur conscience politique se tourne plutôt vers un courant idéologique socialiste plutôt qu'un autre. Bref, le refus de séparer la politique et l'économie se présentait également sous un autre jour. Au début de leur expérience, les syndicalistes italiens théorisèrent contre Sorel et contre leurs amis confédéraux français l'usage du Parlement par les organisations ouvrières elles-mêmes. Pour Léon, la présence du Parlement aurait fourni une tribune à l'action directe et un moyen de contrôler la législation relative aux questions ouvrières. Pour Labriola, un moyen de surveiller la garantie des droits collectifs et individuels dans le cadre particulier de l'institution monarchique. C'est pourquoi ce dernier, Labriola, incita en 1905 à une campagne en faveur du suffrage universel. Car oui, à l'époque, il y avait le suffrage censitaire, donc moins de chances que des ouvriers en galère votent. Bah ouais, comme ça les pauvres, ils votent pas, et il y aura moins de gauchistes à la con au Parlement. Pratique pour nos intérêts. Bref, les réformistes interprétaient le phénomène syndicaliste comme une fâcheuse résurgence de l'anarchisme. On mesure l'approximation. Ah non, moi je trouve ça très juste. Toujours est-il que la situation des syndicalistes au sein du Parti socialiste se détériora rapidement. La lutte qu'ils engagèrent contre le parti, accusé de renoncer aux intérêts de classe pour élargir sa base électorale, ainsi que des partis pris atypiques, reçus comme choquants tels le libéralisme économique, l'anti-étatisme, refus des travaux publics, etc. et l'anti-collectivisme, d'évaluation de la coopération, etc. contribuèrent à l'isolement du courant au sein même de la gauche socialiste. Ces divergences furent sanctionnées par le renversement des alliances au Congrès de Rome en 1906, qui vit la victoire d'une gauche composite se disant intégraliste et qui était farouchement anti-syndicaliste. Des rapports de plus en plus exaspérés poussèrent les syndicalistes, réunis ci et là en groupes fractionnels, à quitter prématurément le parti lors d'un congrès qu'ils tinrent à Ferrare, au milieu de l'année 1907. Cette décision improvisée et irréfléchie signifia une rupture avec cette tradition du mouvement ouvrier national qui soudait la vision politique et l'action syndicale. Par cette scission, le syndicalisme révolutionnaire jouait gros. Mais tout ça, on en verra un peu plus dans les prochaines parties. Parce que oui, cette vidéo sera en plusieurs parties, car comme vous le constaterez, l'épisode est déjà très long. Et pourtant il reste encore 2 parties. Bon voilà, j'espère tout de même que vous aurez apprécié cet épisode, avec peut-être un peu moins de blagues et de sketchs. Bon, j'ai pas trop mis en avant le fil rouge car je pouvais pas trop, mais ne vous inquiétez pas, le fil rouge reviendra dans la prochaine partie. Voilà, il sera toujours sur le thème du syndicalisme révolutionnaire du coup. D'ailleurs là, vous devriez remarquer que j'ai un livre dans ma main, et oui, il est beau, il est joli, voilà, c'est mon livre, disponible sur Amazon, le lien est dans la description, et d'ailleurs il était aussi là, un petit easter egg. Je ne vous embête pas plus, c'était Ekion, likez, partagez, abonnez-vous, clocher, on se dit à la prochaine. Non, en fait, patron, ce qu'on cherchait, c'était pas censé se trouver à la plage. Le pouvoir du scénario. Ah, et ok, donc pourquoi vous pouvez pas juste le faire apparaître là? Nick. D'accord, je vois, vous êtes plutôt contrarié. Creuse et ferme-la. Oui, je me bouge. Et vous pouvez me dire pourquoi je suis en train de creuser là depuis tout à l'heure? Tu sais, dans la vie, il existe 2 types de personnes. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Avec cette pelle ridicule devant, on y sera encore. Ah, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Attends, tout ça pour des capricènes? Eh oh, on ne juge pas, c'est mon précieux. Votre quoi? Mon précieux. Mon précieux.
personne ne touche à mon précieux. Ouais, je crois qu'on va le laisser là un petit moment et qu'on va retourner à la maison.